Sud Radio 10h midi, débat. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, pour les débats. On prend de plus en plus de temps avec le libraire. Il est lent. Il est toujours là, Gérard Collard. Allez, on va commenter l'actualité avec aujourd'hui Noémie Alioua, essayiste et journaliste pour I24 News. Bonjour. Bonjour. Lucas Jakubowicz, vous êtes journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine et vous avez publié Un animal pour les gouverner tous aux éditions Arquet, que j'ai beaucoup aimé parce que vous racontez les politiques au travers de leurs animaux. Jérôme Dubus, membre de La République En Marche, bonjour à vous. Et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à vous. Bonjour. Covid, on va revenir sur les mesures qui ont été annoncées. Qu'en pensez-vous? On va parler de la gauche qui n'y arrive vraiment pas. Et puis revenir sur l'émission d'envoyé spécial. Donc Gilles Gansman, vous le disiez tout à l'heure, qui a cartonné, qui a battu son record d'audience avec les témoignages de 5 femmes qui racontent un comportement pour le moins déplacé dans certains cas et au pire tentative de viol, voire viol pour d'autres. On en parlera avec vous. Continuons et commençons par notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Noémie, on commence avec vous. Oui, alors c'est une actualité internationale. Je sais que c'est toujours un peu loin, un petit peu complexe. Alors je vais essayer un petit peu d'expliquer. Et puis en France, on en parle aussi assez peu. C'est la révolution qui se passe en ce moment dans le monde arabe et dans son rapport à Israël. Hier, il y a eu une visite de Benny Gantz, le ministre de la Défense israélien, qui s'est rendu à Rabat pour rencontrer son homologue marocain. Et ils ont signé ensemble un pacte qui renforce la coopération sécuritaire entre ces deux pays. Les deux États ont donc signé un accord d'entente militaire qui est, il faut bien le comprendre, historique, avec une coopération entre les services de renseignement et éventuellement des exercices militaires bilatéraux, et cela fait suite au fameux accord d'Abraham. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, sortir de tout ça, c'est que aujourd'hui, il y a une fracture dans le monde arabe. Il y a une fracture au sein même de la Ligue arabe entre ces pays qui veulent normaliser leurs relations avec Israël, qui veulent se développer tout simplement pour des questions économiques, et d'autres pays qui, eux, considèrent que la question palestinienne n'est toujours pas solutionnée et que donc, à ce titre, il est impossible de développer les relations avec Israël. C'est très intéressant de voir ce mouvement. On n'aurait peut-être pas imaginé qu'un pays arabe serait allé aussi loin dans un partenariat avec Israël. Il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement au Moyen-Orient avec Israël et les pays arabes. Et donc, c'est très intéressant de voir comment ça évolue. Je signale au passage que le Maroc a décidé de fermer l'accès à son territoire aux Français. Vol qui s'interrompent à partir. Alors, je crois que c'était ce soir. Les Français, finalement. Oui, mais enfin, hier, ça a été annoncé en ce qui concerne les Français. Donc plus d'avions qui arrivent au Maroc et plus d'avions qui repartent de là-bas jusqu'au moins à la mi-décembre, voire fin décembre. C'est une information qui a été assez peu relatée. On peut dire un mot sur oui, parce que je trouve que c'est très intéressant. On en parle très peu, effectivement. Oui, on en parle très peu. Et c'est alors, il y a des gens qui sont favorables ou pas favorables. Moi, j'y suis plutôt favorable, évidemment, mais il faut reconnaître que c'est quand même sous l'ère Trump que ces accords ont été conclus. Alors maintenant, ils sont déclinés de manière opérationnelle et c'est le rapprochement Maroc-Israël, mais en réalité, c'est Trump qui a été à l'initiative de tout cela, et c'est plutôt un succès à la fois pour Israël, pour les États-Unis et pour les pays arabes vraisemblablement qui sont entrés dans ces accords. Donc c'est effectivement une révolution dont on parle peu, mais qui va bouleverser les rapports entre Israël et les pays arabes. Oui, je précise aussi qu'effectivement ces accords, donc les accords d'Abraham, ont été signés sous l'égide des États-Unis. Ça montre aussi à quel point les pays d'Europe sont en retard sur cet enjeu géopolitique qui nous touche en premier lieu. Et voilà, on voit que vraiment, dans certains partis politiques européens, on ne sait pas s'il faut soutenir Israël, s'il faut soutenir la Palestine. On ne comprend pas en fait que les populations des pays arabes, d'Israël, les Palestiniens veulent avant tout la paix. Et en France, pour des raisons parfois de politique intérieure, on a tendance à être parfois un peu, on va dire, anti-israélien, anti-sioniste. Et ce qui explique peut-être pourquoi l'Europe a beaucoup de retard géopolitique sur ces questions. Jean-Luc, vous avez une réflexion, Jean-Luc Benamias? J'en ai une. Ouais. Les accords, c'est très bien. Maintenant, tant que le problème palestinien ne sera pas réglé, et c'est pas demain la veille malheureusement, les pays arabes ne sont pas du tout unis. Il y a eu d'autres accords passés évidemment entre Israël notamment et la Jordanie, c'est pas très nouveau, c'est même très ancien. La Jordanie, c'est des pays qui ont des intérêts qui sont tout proches d'Israël, alors que là, le Maroc, c'est quand même assez révolutionnaire.
J'entends bien, mais j'ai du mal à penser que tant que le respect de certains accords, avec notamment l'État palestinien, l'État entre guillemets, la reconnaissance de l'État palestinien et d'une Palestine indépendante, puisse régler le fond du problème. Et c'est bien ça. J'ai pas de solution miracle et personne n'en a malheureusement. Hein. Ouais. Mais à ce niveau-là, je le redis, qu'il y ait des accords avec des pays arabes, entre Israël et les pays arabes, est une excellente chose. Ça ne règle malheureusement pas tous les problèmes. Ouais. Oui, alors néanmoins Jérôme Dubus. Pour reprendre un peu ce que disait Jean-Luc, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a une quinzaine de jours, Israël a annoncé un plan massif d'investissement dans la bande de Gaza. Moi, j'avais discuté avec les ambassadeurs successifs d'Israël en France en leur disant faites attention parce que vous ne vous en tirerez pas tant que vous aurez une poche de pauvreté. Alors, une poche de terrorisme, eux considèrent que c'est une poche de terrorisme. En réalité, c'est aussi une poche de pauvreté. Et vous ne vous en tirerez pas tant que vous maintiendrez des poches de pauvreté avec une différence de niveau de vie aussi importante à 10 km d'Israël, de la frontière sud d'Israël. Donc, il faut absolument développer Gaza, il faut investir massivement, et c'est ce qu'est en train de faire Israël, et je crois que c'est une très bonne solution. Allez, on marque une pause, c'est l'heure du journal sur Sud Radio, et on se retrouve tout de suite après avec vous sur Sud Radio. 10h midi, débat. Les débats avec vous, avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Noémie Alioua, essayiste, journaliste pour I24 News, Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine, et je conseille votre livre Un animal pour les gouverner tous, qui est paru aux éditions Arquet. Et Jérôme Dubus, vous êtes membre de La République en marche. On va parler des annonces qui ont été faites hier à propos du Covid, le retour du masque dans tous les lieux publics, et puis également cette troisième dose ouverte à tous, avec des médecins qui disent que c'est pas très intelligent d'avoir fait ça parce que du coup ceux qui étaient prioritaires se retrouvent aujourd'hui en difficulté pour obtenir des rendez-vous. Et puis on parlera de la gauche avec des chiffres absolument cataclysmiques, la gauche qui n'y arrive pas. Alors certes on est loin de la présidentielle, mais tout de même c'est une indication. On continue notre tour de table sur ce qui a retenu votre attention, Jérôme Dubus, ou c'est un coup de gueule contre un certain nombre de journaux anglais, notamment le Sun et puis le Daily Mail, qui ont publié en première de couverture. Alors c'est des gros tirages, hein, les journaux anglais, ça n'a rien à voir avec les journaux français. C'est des tirages de 500 000, 600, 700 000. Le Sun a tiré jusqu'à 1 million d'exemplaires, c'est énorme. Ils ont mis, je crois que c'était hier, en couverture, après le drame qu'on a connu à Calais, avec cette disparition de ces migrants, ils ont mis en couverture une attaque frontale contre la France, avec une photo qui a été prise après cette catastrophe, de migrants qui partaient vers l'Angleterre dans un bateau pneumatique, et en disant shame à la France, honte à la France, sous-entendant que nous ne faisons rien pour empêcher les migrants de partir de Calais et des environs vers l'Angleterre. On est habitué à ce genre d'attaque de la part du Sun. Le Daily Mail, c'est un petit peu plus étonnant, mais ce sont des attaques ignobles. Ouais. À un moment où on devrait avoir un peu de considération pour ce qui s'est passé. Ouais. Mais même Boris Johnson a rejeté très clairement la faute sur la France. Oui, tout à fait. Mais alors, c'est relayé par la presse populaire anglaise, mais de manière épouvantable. C'est-à-dire que, en réalité, ils ont exploité et ils ont utilisé une photo qui n'avait rien à voir avec cette tragédie, naufrage, qui s'est passée bien après, enfin quasiment 24 heures après la tragédie, pour nous attaquer. Donc je trouve que ces procédés sont absolument épouvantables, sont ignobles. Jamais, alors la presse française a d'autres défauts, et Dieu sait si elle en a, mais en tout cas pas celui-là. Et une fois de plus, la presse anglaise, ça correspond à un certain nombre de mode de pensée des lecteurs, puisque c'est acheté. Ouais. Donc c'est ça le plus grave. C'est une presse qu'on n'a pas nous en France. Le Sun, c'est vraiment une presse torchon. Voilà, c'est un peu quasiment illisible, mais ça a beaucoup de succès. Et une fois de plus, les Anglais nous attaquent avec en tout cas cette presse particulière anglaise nous attaque avec des outils, avec des instruments qui sont très répréhensibles. Voilà. Ouais. Je trouve ça lamentable. Oui, non, mais vous avez raison. Jean-Luc, un coup de cœur ?
Oui, c'est un coup de cœur, aussi international. C'est sur la méthode utilisée en Allemagne pour former un gouvernement et pour former un programme gouvernemental. Alors, je rappelle rapidement que donc vont en janvier un gouvernement allemand d'union entre les sociodémocrates, les Verts et les libéraux secrets. C'est pas une évidence du tout, parce que c'est quand même des formations qui ne sont pas forcément sur les mêmes lignes programmatiques. Mais la manière transparente, le temps donné publiquement pour former un gouvernement me paraît tout à fait plus que raisonnable et même démocratiquement extrêmement valide. Ouais. Voilà, c'est pour montrer qu'on peut faire autrement que la façon dont on crée des gouvernements, notamment dans notre pays. Oui, on l'a évoqué hier, effectivement, sur l'agilité de l'Allemagne dans ce cadre-là. Jean-Luc, vous avez, c'est effectivement très international. Lucas, nous, on revient en France. On revient en France avec, par contre, un coup de cœur qui porte sur Europe Écologie Les Verts. Ça fait des mois. Pas coutume. Bah oui, mais quand même, il faut reconnaître. Ça fait des mois qu'on dit, et moi le premier, que Europe Écologie Les Verts a parfois des problèmes avec les questions de laïcité et d'universalisme. Il y a plein de faits qui permettent de se rendre compte que c'est parfois vrai. Il semble que les choses sont en train de changer. Et à cet égard, il y a une information qui a été révélée par Le Figaro hier soir, qui est très intéressante, qui montre en fait qu'il y a un échange entre l'état-major d'Europe Écologie Les Verts, notamment le secrétaire national du parti Julien Bayou, et Guillaume Lacroix, qui est le président du Parti radical de gauche. Alors pour ceux qui connaissent pas le Parti radical de gauche, c'est normal, c'est un tout petit parti, mais c'est un parti de centre-gauche en fait qui met la défense de la laïcité et de l'universalisme au centre de sa doctrine. Et c'est un parti qui sert un peu entre guillemets de caution pour les partis de gauche qui veulent justement incarner cette gauche républicaine. Et là, il y a des échanges entre les deux partis, et dans ces échanges, Europe Écologie Les Verts reconnaît que la laïcité est primordiale, que la loi de 1905 doit être protégée, doit être appliquée. Et donc, il y a une sorte de recentrage d'Europe Écologie Les Verts. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça prouve que le parti a compris que les électeurs de gauche, en réalité, ne sont pas en majorité intersectionnelle, communautariste. On en parlera tout à l'heure, je pense. Mais c'est cette approche-là qui contribue. On voit aussi que Sandrine Rousseau, elle existe et que son discours est entendu. Bien sûr, il y a deux lignes chez Europe Écologie Les Verts. Il y a une ligne qui est plutôt intersectionnelle, communautariste, incarnée notamment effectivement par Sandrine Rousseau, et il y a une ligne plus centrale. Et là, on a l'impression que la ligne plus centrale est en train de reprendre du poil de la bête. C'est plutôt bon signe. Alors après, attention, l'élection présidentielle approche. Il y a peut-être derrière une logique, on va dire, électoraliste, parce que l'idée, c'est aussi peut-être de contribuer à tuer Anne Hidalgo en attirant vers les Verts des électeurs plutôt modérés. Donc évidemment, il y a des arrière-pensées derrière, mais ça prouve quand même que Europe Écologie Les Verts a compris que la majorité des électeurs de gauche est républicaine, est attachée à la laïcité, est attachée à la République, et que peut-être, à terme, il y aura un revirement plus général de tous les partis de gauche. Je trouve ça un petit peu optimiste, mais souvent on compare d'ailleurs ce parti écologiste à une pastèque. On dit qu'il est rouge à l'intérieur et vert à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a aussi des accointances, ce qu'on appelle un peu l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire que c'est cette gauche très radicale qui va s'allier avec on va dire l'idéologie un petit peu islamiste pour pouvoir attirer des voix. Et je pense que c'est quand même malgré tout plutôt cette voie qu'emprunte ce parti et plus largement généralement les partis écologistes. Alors je suis pas tout à fait d'accord. Il y a un chiffre qui était un peu passé sous les radars l'an dernier quand il y a eu la polémique sur l'histoire de la mosquée de Strasbourg. Un sondage avait été fait qui montrait en fait que la majorité des électeurs écologistes, et c'était de l'ordre de 70-80%, étaient opposés à cet octroi de subventions. Alors oui, Noémie, dans Europe Écologie Les Verts, parce qu'il y a vraiment, on va dire, une culture pluraliste du micro, dans le parti. Il y a une culture pluraliste dans le parti, donc évidemment il y a plusieurs courants, mais voilà, mine de rien, je pense que le principal courant est quand même plutôt centriste, et c'est plutôt bien qu'il s'affirme aujourd'hui. On va demander à Jean-Luc ce qu'il en pense, Jean-Luc Benamias. Oui, j'ai longtemps dirigé ce parti. Bah oui. C'est pour ça. Je l'ai même quasiment. J'en suis des quelques centaines de personnes qui ont confondé ce parti. Les Verts ont toujours été un parti républicain qui défendait la loi de 1905. Qu'il y ait des sensibilités chez les Verts, qu'il ait défendu autre chose, comme c'est un parti large, qui a vu plusieurs centaines de milliers de personnes passer dans ce parti depuis 1983 à la création de l'organisation des Verts, il y a eu des débats. Mais vraiment, fondamentalement,
Les Verts ont toujours défendu et défendent encore, et c'est heureux, merci Lucas de le rappeler, défendent la loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Voilà. Oui, absolument. Oui, Jérôme? Non, moi, je ne fais pas de procès d'intention. J'entends ce que dit Jean-Luc et il connaît bien mieux que moi ce parti, bien évidemment. Simplement, moi, je les ai côtoyés au Conseil de Paris. J'ai côtoyé ces élus verts pendant 20 ans au Conseil de Paris, depuis leur élection en 2001 avec Bertrand Delanoë. Et je peux vous dire qu'il y avait effectivement des gens qui étaient profondément respectueux de la laïcité, et il y en a d'autres qui n'étaient absolument pas respectueux de la laïcité. Il y avait effectivement toutes les tendances. Alors moi, je ne sais pas quelle est celle qui va l'emporter aujourd'hui. Je ne sais pas. Moi, je trouve que vous êtes un petit peu optimiste et voire parfois un peu naïf sur cette conclusion d'accord là qui est en train de se dessiner. En réalité, on sait très bien ce qui se passe. Le PRG avait déjà conclu un accord au municipal qui n'était pas avec les socialistes, notamment à Paris. Après, ils se sont rétractés. Bon, ils ne représentent plus grand-chose. Bon, ça, depuis la scission avec le Parti radical, ils s'étaient associés, puis ils ont se sont de nouveau séparés. Mais moi, j'attends d'avoir des faits. Et j'attends d'avoir des actes précis de la part de M. Jadot, notamment, puisque c'est lui le candidat, et de la part de ses entourages, parce qu'il y a des entourages qui sont quand même un petit peu curieux autour de lui. Voilà. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un petit instant. On va passer à notre premier sujet. Est-ce que vous avez regardé Nicolas Hulot? Enfin, pas Nicolas Hulot. Pardon, ça l'a plus. Si, aussi, on l'a regardé aussi. Vous l'avez regardé sur BFM la veille. C'est d'ailleurs, il a quelque part un peu réussi son coup, puisqu'on en parle moins après la diffusion du reportage qu'on en a parlé hier, ce qui est quand même assez extravagant. Mais on va y revenir dans un instant. Qu'avez-vous pensé de ce document, de ce reportage? On en parle avec vous dans un petit instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, l'actualité c'est évidemment le Covid, on va en reparler, et puis c'est évidemment la diffusion hier soir sur France 2 dans le cadre d'Envoyé spécial de ce reportage, de cette enquête, je dis enquête à dessein, de cette enquête qui a été menée pendant 4 ans par les journalistes d'Envoyé spécial qui d'une certaine manière faisait suite à ce qui avait été révélé par Anne Jouan et Laurent Valdiguier dans Hebdo en 2018, qui avait été très peu soutenu, on s'en souvient à l'époque, c'est peu de le dire. Donc Envoyé spécial qui a diffusé 5 femmes qui accusent Nicolas Hulot de comportements déplacés, d'agressions sexuelles. Vous en avez pensé quoi, Noémie Alioua? Justement, le mot enquête, je sais pas, moi il me questionne. Je me demande vraiment en quoi ces informations servent l'intérêt général. Et vraiment, quand j'ai regardé ce documentaire hier soir, je me suis dit, c'est vrai, Élise Lucet se prend un peu pour Albert Londres dans ce documentaire, alors que bon, c'est des affaires tragiques, mais ça reste des affaires, je pense, qui peuvent aussi se régler plus ou moins dans l'intimité. En tout cas, moi, ça ne m'a rien apporté, je n'ai rien appris de plus sur le monde qui m'entoure, sur l'époque. C'est des choses qui doivent être combattues, qui doivent être réglées, et si possible devant la justice, mais je suis pas sûre, voilà, que ce soit l'enquête la plus attendue. En tout cas, moi, ça m'a pas. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que ça touche le sexe, la sexualité, on dit toujours. Ça passionne, mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment intéressant? On dit toujours tribunal médiatique. Je redonne pour la énième fois cet exemple. Quand il y a une enquête qui est faite, il n'y a pas de prescription. C'est ce qu'Élise Lucet disait hier. Il n'y a pas de prescription dans le journalisme. Il y a une prescription. Oui. Donc il y a des enquêtes historiques, même qu'on peut remonter sur des siècles et des siècles. Quand il y a la révélation sur le charnier du non-décor. Mais là, ça sert l'intérêt général. Là, c'est intéressant. Là, on parle d'histoire intime. Ça vous interpelle pas qu'un homme qui est la personnalité préférée des Français ait un comportement pas forcément conforme à ce qu'on pourrait attendre de lui? Alors peut-être que je vais donner la parole à Jean-Luc Benamias, puisque vous aviez publié un livre sur le paradoxe Hulot. Est-ce que vous aviez relevé ce paradoxe? Et bien sûr, puisque c'était tombé... Je finissais d'écrire ce bouquin avec Emma Raimondi, et que l'histoire de la couverture de l'hebdo de l'époque, de ce journal de l'époque, était tombée, on était en train de finir de l'écrire. Donc évidemment, on en a parlé. On est revenu aussi sur un autre livre qu'avait écrit Bérangère Bonte, qui travaillait à l'époque à Europe 1, qui s'appelle Saint-Hulot, qui avait déjà parlé d'une de ces affaires. Et on a discuté de cela avec Nicolas Hulot. On n'est pas juge, hein, mais je viens de relire juste avant l'émission ce qu'on écrivait. On racontait les choses telles qu'on pouvait les raconter, c'est-à-dire telles qu'on les connaissait.
voilà. Après, moi, les bras m'en tombent, hein, si vous voulez, parce que clairement, je n'ai pas regardé hier soir, mais j'ai évidemment lu ce matin, évidemment, tout ce qui en est sorti. Bon, ça fait beaucoup, quoi. À un moment donné, plusieurs femmes qui parlent, qui causent, qui racontent. On est obligé de prendre ça en considération. Même si, évidemment, malheureusement, comme sur beaucoup d'affaires de ce genre, les faits sont prescrits. Et la justice, le procureur peut se saisir, comme dans l'affaire du Hamel, où le procureur s'en est saisi. Lucas Jakubowicz. Oui, moi je voulais juste dire que j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Noémie quand elle dit que ça sert pas l'intérêt général. Pour moi, ce reportage sert l'intérêt général et je vais essayer d'expliquer pourquoi. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que depuis plusieurs années, il y a plusieurs affaires qui surgissent. DSK, Olivier Duhamel, PPDA, maintenant Nicolas Hulot, et à chaque fois, on remarque qu'il y a toujours un point commun, c'est qu'en fait, ces agresseurs sexuels, globalement, tout le monde était à peu près... Vous présumez, la justice... Vous présumez, en tout cas, tout le monde était à peu près au courant, que ce soit les collègues, les confrères, etc. Et en fait, de par leur puissance, de par leur statut, de par leur aura, ils ont en fait incité les témoins à se taire, à fermer les yeux, et aujourd'hui, comme ces reportages font éclater une vérité qui sera peut-être une vraie vérité, hein, si l'enquête suit son cours et montre les choses, ça va servir à l'intérêt général parce que maintenant, quand une jeune journaliste entrera en stage dans une rédaction ou sera assistante parlementaire ou autre, elle aura plus forcément la peur au ventre d'aller travailler et elle saura que finalement il y a eu un précédent, que la vérité a éclaté et qu'elle ne sera pas obligée, excusez-moi d'être un peu cru, de passer sous le bureau pour faire carrière dans le silence de tous ses collègues. Donc si ça sert à l'intérêt général, ça met en lumière des pratiques scabreuses et les témoignages permettent, à mon avis, d'empêcher des faits comme ça de survenir à moyen terme. Alors Véronique me dit, une auditrice me dit, son avocat vient de parler sur LCI, il va porter plainte contre France 2. Je rappelle ce que j'ai dit hier, il avait également porté plainte contre les journalistes du magazine Hebdo. Et il avait retiré sa plainte le 25 décembre. Je trouve que la date est importante en ayant eu connaissance de l'apport de preuves qui avait été fait par les journalistes. Quand vous attaquez sur la diffamation, c'est sur le fond. Alors je sais que Régis de Castelnau hier n'était pas d'accord. Mais enfin, ça veut dire que vous parlez de ce dont on vous accuse. Donc les preuves doivent être là. Après, la difficulté, c'est d'établir la véracité d'un viol ou d'une agression. Jérôme Dubu. Non, moi je suis un peu comme Jean-Luc. Les bras m'en tombent parce que... vous n'en aviez jamais entendu parler ? Non, j'avais entendu parler de Nicolas Hulot aimant l'argent, mais ça, il n'est pas le seul. Et on sait très bien qu'il a eu des affaires un petit peu limites. Et qu'il avait beaucoup d'appétit pour l'argent. C'est pas répréhensible. C'est pas répréhensible, sauf quand vous tripatouillez un certain nombre de comptes. Bref, je ferme la parenthèse, c'est pas le sujet. Là, ça devient répréhensible. Mais sur ces affaires d'agression sexuelle présumée, je suis d'accord avec Jean-Luc, ça commence à faire beaucoup. J'entendais ce matin qu'il y a encore un certain nombre de témoignages qui vont sortir. Alors, il y en a eu 3 ou 4 hier, je crois. Il y avait eu Patricia Mitterrand, dont on avait parlé. Pascal Mitterrand, 3 ou 4 hier, quelques-unes encore qui risquent de sortir. On va arriver à une dizaine d'affaires ou de témoignages. Je trouve que ça fait beaucoup pour une seule personne. Maintenant, on a la présomption d'innocence, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais je crois que moi, je partage ce que disait notre collègue tout à l'heure. C'est pas du tout anodin. Au contraire. Ça ne veut pas dire que c'est anodin. Non, mais il s'agit juste de dire que ça ne sert pas à l'intérêt général et que. Je pense qu'il y a des choses. Moi, je suis pas d'accord. Il y a toujours eu des femmes comme hier, comme aujourd'hui, des femmes qui avaient les moyens psychologiques et peut-être financiers de se défendre et d'autres qui n'en ont pas. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Mais quand vous êtes comme Nicolas Hulot, ancien homme politique, vous avez été ministre, que vous avez été élu, que vous avez une notoriété très forte et un taux d'approbation très fort, vous avez quand même un devoir d'exemplarité. Non, mais vis-à-vis de la population. Que ce qu'il a fait est tolérable. Visiblement, le devoir d'exemplarité n'est pas respecté. Envoyé spécial, effectivement, souvent traite de sujets que je trouve beaucoup plus intéressants. Vous ne pouvez pas être exposé, vous ne pouvez pas être représentant de la nation et vous comporter comme ça. Moi, je n'accepte pas ça. Alors, il y a juste une chose qui m'a marqué pendant ce documentaire, c'est vraiment l'incroyable tartufferie des politiques. Approchez-vous du micro. C'était incroyable parce que le documentaire rappelle
que Marlène Schiappa, qui était alors ministre déléguée pour la relation entre les hommes et les femmes, elle avait publié une tribune dans le JDD pour le défendre à l'époque. Alors elle a démenti ce matin sur Sud Radio, elle a dit je ne l'ai pas défendu, c'est faux, je ne l'ai pas défendu. En tout cas, la tribune était malgré tout plutôt elle disait c'est un homme élégant, c'est un homme charmant, c'est un homme... Moi je l'ai regardé parce qu'effectivement il avait anticipé envoyé spécial, alors en disant que envoyé spécial l'avait sommé de venir témoigner, qui ne voulait pas répondre à un tribunal médiatique, bon, ce que je comprends très bien, mais je ne l'ai pas trouvé excellent. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si quelqu'un l'avait vu sur BFM, mais je l'ai trouvé assez en contre. Jean-Luc Benamias, pas très très bon. Voilà. C'est évidemment très très dur de se défendre dans ce cadre-là, mais la façon dont il a causé sur BFM n'était pas la bonne méthode de mon point de vue. Non, c'était pas la bonne méthode de dire je suis pas si moche, je suis quand même, j'ai un physique avantageux, donc est-ce que vous croyez que j'ai besoin de violer Enfin, ça c'est la cour de récréation. Ah bah oui. Enfin, oui, mais sauf que c'est une... C'est niveau bac à sable, excusez-moi, mais si c'est ça les arguments qui vont être avancés dans cette affaire. Mais pour en revenir à ce que disait Valérie tout à l'heure, effectivement, le procureur peut parfaitement entendre les personnes qui ont témoigné, sans ouvrir d'informations judiciaires, mais en tout cas parfaitement les entendre. Et Marlène Schiappa était ce matin donc sur Sud Radio en disant qu'elle ne l'avait pas soutenu, qu'elle n'avait fait que défendre l'état de droit. Moi, j'avoue, je comprends pas bien son discours. À l'époque, elle avait qualifié Hebdo de journaliste populiste. Elle avait dit dans cette tribune du JDD que c'était un homme charmant, élégant, père de famille, je ne sais quoi. Et elle dit, je comprends que les femmes ne portent pas plainte. Puis après, elle dit, mais il faut que les femmes portent plainte. Sauf qu'on voit bien la difficulté et l'émotion de ces femmes à parler, même 30 ans après. Enfin, cette adolescente, cette femme qui était adolescente et qui raconte cette histoire, quel est l'intérêt de femmes d'aller raconter ça à la télévision ? Quel est l'intérêt ? C'est la question. Il faut beaucoup de courage pour parler, il faut leur rendre hommage. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant dans tous ces reportages, c'est qu'il y a beaucoup de féministes qui parle d'un concept qui s'appelle la sororité, qui consiste à dire que les femmes sont toujours solidaires entre elles face à un patriarcat masculin, machiste, etc., etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont complices de ces agressions, qui se taisent. On l'a vu dans le reportage sur PPDA. Là, on est en train d'extrapoler complètement un patriarcat. Il y a des faits qui, à mon sens, sont parfois isolés. En tout cas, on est en train d'en faire un phénomène de société qui, à mon sens, n'est pas juste. Le rapport entre les hommes et les femmes n'est pas toujours un rapport de domination. Non, ce n'est pas toujours. Il peut l'être aussi, mais il faut le rapporter à sa juste mesure. Quand il s'agit de personnalités qui sont des vedettes, des grandes vedettes, et Valérie tout à l'heure a cité un certain nombre de noms, ou Jérôme a cité un certain nombre de noms, clairement, la difficulté est encore plus grande de parler. Oui, mais ça reste minoritaire, c'est juste ce que je dis. C'est important. On est d'accord, ce que je sais dans la société au quotidien, c'est que vous en savez. Demandez à Jérôme Dubus, pour avoir traversé depuis 30 ans les arcanes d'un certain nombre de partis politiques. Non, mais les faits, ils datent de 30 ans à peu près, d'après ce que j'ai compris, 30-35 ans. Et c'était une époque, excusez-moi, dans les partis politiques, Jean-Luc a à peu près le même âge que moi, où tout était permis. Je vais pas révéler un certain nombre de choses ici, parce que c'est pas mon rôle, mais je peux vous dire que c'était monnaie courante, malheureusement, et que personne ne disait rien. Moi, j'ai vu, je cite Denis Baupin, parce que c'est le nom, c'est pas parce qu'il est écologiste, pas du tout. Mais enfin, il a bénéficié à la ville de Paris, pendant à peu près une quinzaine d'années, d'une protection invraisemblable. Tout le monde savait ce qui se passait. Et il venait nous donner des leçons en séance publique. C'était un peu incroyable, quoi. Et personne n'a rien dit. Tout le monde a couvert. Et c'était monnaie courante, je le rappelle. Dans l'univers politique, dans tous les partis politiques. Parce que, par définition, dans l'univers médiatique, dans l'univers médical, dans l'entreprise, enfin, il y a toujours ce rapport qui peut exister à partir du moment où vous êtes donc il ne faut pas mésestimer les faits. Hein. Non, c'était dans l'univers c'est la même ça reste assez marginal. Non, c'était pas marginal. On ne doit pas vivre dans le même monde. Non, on ne doit pas vivre dans le même monde. C'était pas du tout marginal. Après, j'ai l'impression qu'on est à peu près de la même génération. J'ai l'impression que les mœurs sont un peu plus saines de nos jours. Alors, je vais peut-être être naïf, encore une fois, mais j'ai l'impression que si aujourd'hui, dans une rédaction, par exemple la rédaction dans laquelle je travaille, il y avait un harceleur sexuel ou une harceleuse, ça peut aussi exister, à mon avis, il ne serait pas impuni, il ne passerait pas à travers les gouttes aussi longtemps, parce que justement, les consciences sont éveillées, sont sensibilisées, et c'est notamment grâce
grâce à des reportages comme celui d'hier qui, encore une fois, à mon sens, sert l'intérêt général. Allez, oui, Jean-Luc. C'est pas vraiment, excuse-moi Lucas, ce que disent les associations, notamment de femmes à l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. On vient de voir ça encore par une déclaration cette semaine d'une association qui défendait les femmes et contre les agressions, notamment dans le milieu politique. Ça n'a pas l'air d'avoir totalement cessé. Non, mais c'est moins systématisé, disons. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. On va parler du Covid et des nouvelles mesures. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, débat. Les débats avec vous, Covid, des annonces suffisantes, la situation se dégrade, on voit que la contamination s'accroît. Hier, le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures, une validité des tests PCR réduite à 24 heures, rappel vaccinal ouvert à tous les plus de 18 ans dans un délai de 5 mois après la dernière vaccination, maintien du pass sanitaire donc conditionné au rappel vaccinal, le retour du masque dans les lieux publics clos et puis, en maternelle et primaire, fin des fermetures automatiques des classes. Je vois beaucoup d'auditeurs qui réagissent parce qu'on entend aussi beaucoup parler de ce variant sud-africain et sur les frontières. Et c'est vrai que je connais pas mal de gens qui sont revenus de l'étranger et où on a le sentiment qu'il y a assez peu de contrôle. Est-ce qu'on va attendre, comme avec la Chine, que le virus soit arrivé pour fermer les frontières? Peut-être Noémie, je vous vois sourire. Oui, ça me fait sourire parce que en fait, je me souviens de la première vague, donc du début en fait de l'arrivée du coronavirus, quand vraiment cette question des frontières, forcément, elle était déjà clivante. On se disait le virus n'a pas de passeport, et donc les gens qui disaient il faut fermer les frontières le plus rapidement possible, on les traitait de fachos. Et je me rappelle que moi à ce moment-là, j'étais reporter en Israël. Israël, la première mesure qu'ils avaient prise, mais avant tous les pays du monde, ils avaient fermé les frontières parce que tout simplement. Pratique, d'un point de vue pratique, évidemment, il faut circonscrire le virus pour essayer de gérer déjà ce qui se passe dans le territoire. Et on voit que l'idéologie a fait que ça a été très long de prendre cette décision avec l'espace Schengen en France, etc. Donc on voit que c'est assez drôle que cette question soit remise sur le devant de la scène avec cette question de l'épidémie. Quoi. Oui, mais justement, c'est même pas évoqué par le gouvernement, sur nos auditeurs et un certain nombre de. C'est pas seulement la fermeture des frontières. Quand vous regardez les pays, alors Israël avait fermé mais temporairement, les États-Unis avaient fermé temporairement, mais il y avait tout un tas de mesures derrière. Il n'y avait pas que la fermeture des frontières. Un ensemble de mesures. Les pays qui ont pratiqué la stratégie zéro Covid, d'abord c'était plutôt des îles, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et en réalité, alors ils ont fermé temporairement leurs frontières aériennes, évidemment, et ils ont accompagné ça d'un certain nombre de mesures que nous étions incapables de prendre. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire confinement systématique, test systématique, c'était pas seulement une fermeture de frontières. Donc fermer les frontières pour fermer les frontières, ça veut rien dire. Il faut derrière tout un arsenal de mesures qui permettent effectivement de juguler la pandémie. Et ça a plus ou moins bien marché selon les pays. Alors Jean-Luc Benamias. Je me posais la question, et ça a changé quoi? Le virus circule. Le virus mute. Et toutes les solutions prises, quelles qu'elles soient, quels que soient les pays qui les ont prises, notamment Israël, mais c'est bien d'autres pays qui ont pris des mesures successives qui n'étaient pas forcément les mêmes, mais qui aboutissaient à peu près à la même chose. Et pourtant, le virus continuait à circuler et à muter. La problématique était exceptionnelle, mais gigantesque. Et donc, dans ce cadre-là, personne n'a eu la solution et personne n'a la bonne solution. Et c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire qu'on est dans une société aujourd'hui où le cadre dans lequel nous vivons est en évolution permanente. Et les dernières décisions gouvernementales, très bien, une fois de plus. Et puis il y a encore une fois de plus des contradictions. En même temps, on met des choses autoritaires, peut-être justes, et en même temps, on décide que dans les écoles, non, on ne ferme plus de classe. C'est totalement une fois de plus, c'est totalement incompréhensible. Et puis, ce que dénoncent certains médecins, c'est cette ouverture précipitée de la 3e vaccination, du rappel à tous, qui fait que hier, le site de Doctolib a complètement disjoncté, que c'était quasiment impossible de prendre un rendez-vous, ce qui fait que des gens qui sont immunodéprimés, qui n'avaient pas eu le temps de faire leur dose, se retrouvent aujourd'hui empêchés de le faire en étant parmi les plus fragiles. Lucas Jakubowicz. Moi, j'ai rien de spécial. Oui, je sais que vous n'aimez pas commenter, mais si, j'aime bien commenter, mais
et j'aime pas commenter des enjeux de santé et d'épidémie pour la simple et bonne raison que je suis pas médecin, je suis pas scientifique. Notre parole, mine de rien, elle pèse parce qu'on est une parole publique et j'ai pas envie de parler de sujets que je maîtrise pas. À mon avis, il faut juste faire confiance aux scientifiques et voilà. Mais ce qu'on peut commenter, c'est est-ce que c'est un pass vaccinal qui ne dit pas son nom? C'est-à-dire que d'aujourd'hui dire le PCR ne sera valable que 24 heures fait que la vie va être beaucoup plus compliquée pour ceux qui refusent la vaccination. D'une certaine manière, c'est un pass vaccinal, mais après la question c'est de savoir est-ce qu'il faut vacciner tout le monde, est-ce qu'il ne faut pas vacciner, est-ce qu'il faut mieux tester, est-ce qu'il faut mieux pas tester. Nous malheureusement on n'a pas de réponse à apporter. Moi j'ai toujours été, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de gens qui venaient sur cette position. Bon, le gouvernement en a pris une autre. Moi j'ai toujours été pour l'obligation vaccinale. Bon. J'ai vu que l'Autriche était le premier pays européen à le déclarer, alors c'est au mois de février 2022, mais néanmoins quand vous voyez que malgré le déploiement incroyable d'efforts et d'intendance qui étaient faites pour cette vaccination, on arrive, alors vous me direz c'est 75%, ok, des plus de 12 ans, on n'arrive qu'à 75%. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui ont plus de 65 ans, qui sont dans des comorbidités, qui ne sont pas vaccinés, qui prennent... Alors on me dit, ah oui, mais on n'arrive pas à les joindre, etc. Ils n'ont pas Internet, etc. Mais enfin quand même, tout le monde en parle, tout le monde ouvre son poste de télévision ou son poste de radio, tout le monde est informé. Et il y a quand même encore une résistance de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Et ça, pour moi, c'est totalement inacceptable. C'est incompréhensible et inacceptable. Alors, donc je crois que la solution, je ne sais pas si on va y venir, mais en tout cas, une obligation vaccinale, moi, me paraît plus que d'actualité. Alors, la France suspend les arrivées en provenance d'Afrique australe après la détection d'un nouveau variant. Donc voilà, ce qu'on appelait de nos voeux vient d'être annoncé par le gouvernement. Une réaction à ce que vient de dire Jérôme Dubus? Oui, non, je ne suis pas du tout sûre que ce soit une bonne décision d'obliger les gens à se faire vacciner, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des résistances, et plus vous allez forcer les gens, et plus les antivax vont être forts, et plus il va y avoir des faux passes comme ils se développent. Je ne crois pas du tout que ce soit la bonne façon d'obliger les gens. Plus vous les obligez, et plus ils développent leur résistance, plus vous allez donner de la force aux antivax. Ils oublient que ce sont eux qui vont faire en sorte qu'il y ait encore des vagues et des vagues. Enfin, tout a été prouvé au niveau vaccinal. Mais vous ne pouvez pas obliger les gens. Vous pouvez leur expliquer. Attendez, il y a une responsabilité collective qui fait que vous vivez en société et que vous avez non plus une liberté individuelle, mais une responsabilité collective de ne pas transmettre ce virus. Enfin, mais c'est pour ça que je trouve que l'idée du pass est une bonne idée, parce qu'en fait, la personne peut décider ou non de se restreindre dans ses libertés, de ne plus aller dans les cafés, de ne plus aller dans les lieux publics, etc. Mais cette personne choisit en son âme et conscience de ne pas se faire vacciner et de renoncer à un certain nombre de libertés. Mais je suis vraiment contre cette obligation vaccinale qui, à mon sens, ne va faire que réveiller des forces contraires, quoi. Ouais. Même vacciné, on peut contaminer. C'est toute la problématique exceptionnelle dans laquelle nous vivons. Regardez notre Premier ministre. Oui, combien de fois il a eu le Covid? Combien de fois il s'est réuni avec des dizaines, des centaines de personnes, des ministres étrangers et autres. Et voilà. Donc, quand je dis ça, je ne règle rien. Je dis que la situation, je me répète, est extrêmement complexe et que par rapport à cela, même si on voulait obliger les gens, Jérôme, même si je peux être d'accord avec ça, t'arriveras jamais à 100%. Non. Mais 90%, ça suffit. Il nous manque 15%. Non. Mais là, si, on a la preuve que ça ne suffit pas. De toute façon, maintenant, on doit faire la 3e dose. Alors, il y a 19 millions de Français qui doivent faire la 3e dose. 90% avec une 3e dose, évidemment. Oui, moi-même, je dois faire la 3e dose. On n'en sortira pas. Si on a encore ce foyer de résistance, on n'en sortira pas. Oui, mais vous ne pouvez pas obliger les gens à se vacciner. Alors, on va continuer comme ça pendant des années. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je le crains, Jérôme. Oui. Sous prétexte de ne pas obliger les gens. Enfin, il y a sous prétexte de respecter un petit peu les choix individuels. Attendez, on n'est pas dans une société tyrannique, là. On n'est pas. Mais il ne s'agit pas d'être dans une société tyrannique. Bien sûr que si, c'est de la tyrannie. D'obliger les gens à se faire vacciner, c'est de la tyrannie. Il s'agit de faire en sorte que la fonction collective soit mieux assumée, qu'on arrête avec cette liberté individuelle dont on nous sert matin, midi et soir. Il faut trouver un compromis, et le pass est une très bonne idée là-dessus. Là, on a dépassé la liberté individuelle. Je suis désolé de le dire. Le pass sanitaire est une excellente idée, parce que justement on trouve un compromis entre la liberté individuelle et la responsabilité collective. Mais il ne va pas assez loin.
La seule façon de convaincre peut-être c'est de donner des chiffres mais qui peuvent être certainement remis en question. Incidence en Ile-de-France des infections chez les non-vaccinés 185 sur 100 000. Chez les vaccinés 4 sur 100 000. Donc 185 par rapport à 4. Et en soins critiques, 32 pour 100 000 chez les non-vaccinés, 4 pour 100 000 chez les vaccinés. Alors Jean-Luc a raison, le vaccin n'empêche pas la transmission. Il a parfaitement raison. Simplement, ça empêche et ça limite les cas graves. Oui, j'ai bien compris. C'est indéniable. Enfin, voilà. Donc, je regarde ce qui se passait en Israël, parce qu'on en a parlé tout à l'heure ce matin. En Israël, ils ont attaqué la 3e dose bien avant tout le monde. Ils envisagent la 4e dose ce matin. Les enfants, déjà. Et ils sont à un taux de contamination qui est 11 fois inférieur au nôtre. Ouais. 11 fois inférieur. Enfin, il y a quand même... C'est indéniable. Moi, je veux bien qu'on soit dans la négation systématique des bienfaits de ce vaccin. Mais non, enfin, là, vous caricaturez un petit peu. Non, mais je parle pas à vous. Je parle pas à vous. Je parle à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Voilà. Mais oui, voilà, Xavier, un auditeur m'envoie effectivement cet article qui rappelle que Israël, hier, envisage d'ores et déjà l'administration d'une 4e dose. 9% des nouveaux cas ont reçu 3 doses. Donc, et parce qu'ils se sont vaccinés un petit peu avant tout le monde et qu'on sait qu'en fait, c'est tout bête, c'est que l'efficacité du vaccin baisse avec le temps. Donc, voilà, il faut le faire plus rapidement. On va avoir combien de rappels jusqu'à ce que l'épidémie tombe d'elle-même. Un rappel par an, minimum. Oui. Et ce variant sud-africain est extrêmement inquiétant de ce que j'ai pu lire hier d'études qui sont rapportées d'Afrique du Sud, c'est que la progression est exponentielle et visiblement ça inquiète quand même un certain nombre de soignants. Allez, on marque une pause, on va parler politique. Pourquoi la gauche n'y arrive pas, hein? On vous pose la question. Vous avez 2 heures. Le COVID, à tout de suite. Radio 10h midi. Pourquoi le débat? Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Dernier sujet, pourquoi la gauche n'y arrive pas? C'est vrai que quand on voit le sondage Elab, Fabien Roussel 2% d'intention de vote, Anne Hidalgo 4%, Jean-Luc Mélenchon 9%, Yannick Jadot 8%, Arnaud Montebourg 1%, soit un total de 24%. Quand on compare à Emmanuel Macron qui est donné à 26%, Marine Le Pen à 21%, Éric Zemmour à 13%, on s'interroge sur l'ensemble des gauches à 24%, Lucas Jakubowicz. En un mot, c'est la cata. Ouais. C'est la cata, c'est une tendance qui est prégnante depuis des années et on voit que la gauche se retrouve sur son noyau dur maintenant. Ce qui est intéressant, on a toujours dit depuis quelques années que le pays était à droite. Aujourd'hui, quand on regarde le sondage Elab que vous citez, on se rend compte que l'extrême droite ou droite dure ou droite populiste est à 34%, soit 10 points de plus que la gauche. C'est-à-dire que si l'élection avait lieu demain, il y aurait beaucoup plus de gens qui voteraient pour l'extrême droite que pour la gauche. Alors comment on en est arrivé là? Alors oui, il y a plein d'explications, mais enfin là c'est vraiment quand même le fond. Mais en tout cas, ce qui fait pas beaucoup de doute, c'est que la gauche va au crash en 2022, et la question c'est comment elle va réagir en 2022. Est-ce qu'il va y avoir une fuite en avant avec encore plus de tout ce qui tue la gauche, c'est-à-dire communautarisme, délires sociétaux, faire des tracts en écriture inclusive, parler de Yale au lieu de parler aux ouvriers ou à la France périphérique, ou bien est-ce qu'il va se ressaisir? Mais il y a un exemple qui est très bête, mettez-vous, parce que là je radote un peu à chaque fois que je viens, parce que je viens d'Haute-Savoie, j'imagine un parti de gauche qui tracte à la sortie d'un supermarché en Haute-Savoie. Les classes populaires d'Haute-Savoie ont des questions sur l'université qui va pas bien, sur les écoles qui sont surchargées, sur l'accès au logement qui est difficile, notamment dans des zones touristiques. Et là-dessus, la gauche a totalement déserté parce qu'elle est composée de chefs qui viennent, on va dire, de Sciences Po Paris, d'universités parisiennes, qui sont très germanopratins. C'est un peu le cas de tous les partis quand même. Oui, certes, mais l'essence de la gauche, à la base, c'était la défense des classes populaires. Et là, tous ces gens-là, en fait, ne peuvent pas défendre les classes populaires pour la simple et bonne raison qu'ils n'en viennent pas et qu'ils ne les connaissent pas. Donc, est-ce que Mitterrand venait des classes populaires? Est-ce que Jospin venait Alors non, mais la différence de Mitterrand, c'est qu'il était très très instruit. Il avait une immense connaissance de l'histoire du pays, des grandes tendances historiques. Et par exemple, il cherchait, et quand on regarde la sémantique de Mitterrand, il parlait tout le temps, et c'est rien, mais de construction. La gauche actuelle, elle parle de déconstruction. Et ça, c'est un point important. Comment est-ce qu'on peut attirer des électeurs avec un discours comme celui-là? Avec un discours décliniste, avec un discours de déconstruction, avec un discours de déconsommation. Parce que, encore une fois, oui, l'environnement, c'est important. Oui, le réchauffement climatique, c'est important. Mais les classes populaires, on peut pas
leur promettre de la frugalité, alors que leur but principal, c'est de consommer plus et c'est de s'enrichir. Et les images sont assez terribles qu'on a pu voir d'Anne Hidalgo qui arrive dans des salles où il y a une vingtaine de personnes. Alors ça, c'est encore pire, c'est qu'elle n'est même pas rejetée, c'est qu'elle est ignorée. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Oui, Jérôme Dubus. Non, je ne m'étendrai pas sur Anne Hidalgo, ça n'a pas beaucoup d'importance ni d'intérêt. En tout cas, sur la gauche, c'est un peu paradoxal, si vous voulez, parce que c'est un peu comme LR. La gauche reste forte au niveau local. Ils ont gagné des villes municipales, ils ont gagné Lyon, ils ont gagné Marseille, ils ont gagné Bordeaux. La gauche au sens large, bien évidemment, avec les écologistes. Donc, ils ont conservé leur région. Donc ils ont eu des succès électoraux non négligeables dans les élections locales, mais au niveau national, c'est catastrophique. Il manque un leadership, ça c'est clair, c'est évident. Et puis sur les sujets nationaux, la gauche n'est plus du tout en phase avec une partie de son électorat. Et avec des personnalités qui incarnent peut-être pas. Oui, ils ont un problème de leadership. Mais c'est clair. Sur le leadership, même s'ils ont un leader, ils sont à 24%. Ça suffira d'aller. Non, mais là, il n'y a pas de leader. Non, mais même avec un leader, la gauche. Le principe d'une élection, et notamment une élection présidentielle, c'est que vous créez une dynamique. Vous pouvez partir à 10% et arriver à 25 ou 30. Mais il faut des réserves de voix. Et là, il n'y a plus de réserves de voix. Là, vous n'avez pas de leader. Vous avez une contradiction entre une partie de son électorat et ce que défend aujourd'hui la gauche au niveau national. Je ne parle pas du niveau local. Et donc, effectivement, pour eux, ils vont clairement à la catastrophe. C'est évident. Alors, en 2022. que tout le monde puisse parler. Il reste 2 minutes. Jean-Luc Benamias, votre analyse? Situation évidemment catastrophique à ce titre-là, même si je prends les sondages tels qu'ils sont au jour le jour. Oui. Je pense que la gauche pèse plus dans le pays, notamment puisqu'elle a réussi à garder des vies, à gagner des villes et gagner des régions. Voilà. Je suis de ceux dans la vie politique qui soutient l'initiative de la primaire populaire, c'est-à-dire un certain nombre de dizaines de milliers de personnes à gauche ou dans l'écologie, qui pensent que sans union, on n'arrivera à rien. Voilà. Mais le fait de le dire ne suffit pas à réussir. Là, l'union, elle est pas franchement, elle est pas faite, non. Pas franchement faite. Noémie, non, je pense que c'est pas du tout une question de leadership. En tout cas, je pense que vraiment, il y a 2 sujets qui sont totalement mis de côté par la gauche, et c'est sans doute pour ça qu'aujourd'hui, elle réussit plus vraiment à attirer. C'est la question de l'identité et le problème de l'immigration. À chaque fois que des personnes en parlent, on les traite de racistes. La gauche ne veut pas voir ces problèmes-là. Or, ils sont aujourd'hui portés par la droite. C'est des problèmes d'ailleurs qui touchent les classes populaires en premier lieu et qui sont totalement oubliés par la gauche. Et je pense que ça explique très largement le fait que la gauche aujourd'hui n'attire plus. N'attire plus, mais c'est quand même à un niveau très très bas. C'est ça qui est quand même 4% pour la candidate du PS, sans s'acharner sur Anne Hidalgo évidemment, mais Fabien Roussel 2% pour le PC, même Jean-Luc Mélenchon 9%, c'est très en dessous. Oui, mais je vous rappelle que dans les années 60, Gaston Defferre avait réussi à faire 4,9%, on les avait mis à 5 à la fin aux élections présidentielles. Oui, et c'était le PS des années 70, avant que juste après, François Mitterrand redresse la barre avec tout ce qu'on a dit et tout ce qu'a dit Lucas. Il y avait un parti communiste à 15-20%. Il y avait un parti communiste à 20% avec Jacques Duclos. Qui changeait un peu les choses. Et en réalité, moi j'ai vu Jean-Luc Mélenchon, c'est la caricature de la gauche. Hier soir sur BFM, sur un débat, il a parlé pendant une demi-heure de la créolisation de la France. Comment voulez-vous que les classes populaires se reconnaissent dans ce monsieur? C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Alors qu'à l'inverse, Éric Zemmour, je pense qu'il a un discours qui parfois peut être considéré comme étant de gauche, surtout sur les questions économiques. Ah bon, c'est une surprise, est plutôt protectionniste, il est plutôt... Oui, bien sûr. Ouais. Allez, on se retrouve lundi. Très bon week-end à tous. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, c'est comme ça que vous l'aimez. Je voulais prendre le temps de vous féliciter pour la qualité de vos débats, de